Nous sommes le 15 janvier 2023. Il y a 104 ans, précisément, était assassinée Rosa Luxembourg, la grande révolutionnaire. Elle était née le 5 mars 1871 dans l'actuelle Pologne, dans une ville qui appartenait à l'époque à l'Empire russe, à l'Empire des Tsars. Cette date est symbolique, puisque Rosa Luxembourg est née quelques jours avant le déclenchement de la Commune de Paris. Et si je fais évidemment le rapprochement, c'est évidemment parce qu'il y a un fil rouge, c'est le cas de le dire, qui conduit de la Commune à la révolution bolchevique, ensuite à l'assassinat de Rosa Luxembourg à Berlin en janvier 1919, avec Karl Liebknecht également, et enfin, alors ce n'est pas la conclusion, mais en tout cas c'est une date évidemment qui n'est pas sans lien avec les événements qui précèdent, c'est la prise de pouvoir par Hitler et par les nazis au début de l'année 1933. Car la montée du nazisme entre 1919 et 1933 a été préparée par différents événements, mais certainement la disparition brutale voulue par les francs-tireurs, par les conservateurs, par les différentes milices d'extrême droite, par l'état-major allemand, les grands généraux comme Hindenburg et Ludendorff, le capitalisme également, le grand capital. Cet assassinat est évidemment de Rosa Luxembourg et de Karl Liebknecht marque bien sûr un jalon dans la prise du pouvoir par les nazis et l'élimination des forces progressistes et plus particulièrement des communistes dans l'Allemagne d'après la Première Guerre mondiale. Il se fait que demain, 16 janvier 2023, cet assassinat va être commémoré. À Bruxelles, place Roupe, donc au cœur même de la ville, dans une allée qui porte son nom, l'allée Rosa Luxembourg, dans le boulevard de Stalingrad. Depuis plusieurs années, une de mes camarades et amies, Anne Vaness, a décidé de consacrer une part importante de son énergie à travailler sur Rosa Luxembourg. Dans ce cadre, elle a publié 3 livres que je vais vous montrer et s'est entourée de collaborateurs dont je suis. Anne Vaness a été longtemps échevine de la petite enfance de la commune de Saint-Gilles, donc à Bruxelles-Ville, dans la région de Bruxelles-Capitale. Aujourd'hui, elle est présidente de la Maison de la Famille, dans le centre de Bruxelles.
elle est marxiste, de tendance trotskiste d'ailleurs, et comme je le disais, elle a demandé à plusieurs personnes, plusieurs militants dont je suis marxiste, mais de tendances différentes, de participer à 2 des 3 livres dont il va être question maintenant. Le premier livre publié par Anne Vaness sur Rosa Luxembourg a été publié en 2018 et s'intitule « Rosa Luxembourg et les socialistes belges » que je vous montre maintenant. Il a été suivi par 2 autres livres publiés respectivement en 2020 et en 2022, toujours chez le même éditeur, les éditions Cimarron, à Bruxelles. Le second de ces ouvrages s'intitule « Rosa Luxembourg, passion, amour, origine ». Et dans ce livre, Anne Vaness m'avait demandé, ainsi qu'à Geert Kool, une contribution sur l'actualité de la pensée de Rosa Luxembourg, la pensée théorique principalement, et voir également dans quelle mesure Rosa Luxembourg, qui était certainement pas quelqu'un qui s'enfermait dans une pensée spéculative, imaginait, comment dirais-je, de révolutionner la société, de faire disparaître le capitalisme. Elle a beaucoup donné de sa personne sur le terrain, comme militante et comme dirigeante du Parti communiste allemand. Geert Kool est membre du Parti socialiste de lutte, donc trotskiste, et moi-même je suis membre de l'Union communiste libertaire, donc anarchiste, mais qui applique la grille de lecture, les grilles d'analyse marxistes. J'ai donc dit tout à l'heure que Anne Vaness elle-même était marxiste, tout en ayant, enfin c'est pas tout le temps, il n'y a pas d'opposition, quoique quand même un petit peu, ça devient de plus en plus rare, tout en étant membre du Parti socialiste belge. Enfin, troisième et dernier livre, celui publié en novembre de l'année dernière, en 2022, qui s'intitule Léo Jogichès, Rosa Luxembourg et la SDKPIL, c'est-à-dire le Parti social-démocrate du Royaume de Pologne et de Lituanie, qu'elle a fondé, où s'est ajouté aux 2 collaborateurs précédents, Simon de Veer, qui lui est membre du Parti du travail de Belgique et donc aussi marxiste. Je vais commencer par lire, car il s'agira aujourd'hui d'une séance de lecture, je le dis bien, les 2 articles que moi-même j'ai, ou plutôt les 2 chapitres que j'ai moi-même rédigés. Je commencerai donc par ce chapitre publié en 2020, donc dans ce livre-ci, Rosa Luxembourg, passion, amour, origine, où Anne Vaness nous avait demandé à Geert et à moi-même de travailler sur son actualité. J'avais intitulé
ma contribution Rosa Luxembourg et la lutte des classes. Voici donc le texte qui est le mien et que je vais lire. Donc, il ne faut pas oublier que ce texte a été publié en 2020. Donc, il y a un certain nombre de références qu'il faut évidemment replacer sur la ligne du temps de l'époque. Depuis le 5 décembre 2019, la France connaît des grèves importantes qui succèdent aux nuits debout du printemps 2016 et à plus d'un an de défilé des Gilets jaunes. Donc, lorsque ce texte a été écrit, on était toujours dans les grèves. Dans ces mouvements successifs, des catégories diverses de la population ont contesté le pouvoir en place. La petite bourgeoisie déclassée et la classe ouvrière. Ces mouvements, d'abord atomisés puis convergents, n'ont pas abouti à une grève générale. Mais peut-on parler justement d'un embryon de grève de masse? Ce que jadis on appelait les émotions populaires repose d'une part la question de l'organisation des dominés et de l'efficacité de la grève dans le cadre de la lutte des classes et d'autre part celle des relations entre Rosa Luxembourg et les anarchistes. On sait qu'en 1869, Bakounine proclame l'intérêt stratégique de la grève, d'abord en tant que révélatrice d'une force collective et ensuite pour sa dynamique révolutionnaire. On a avancé que Rosa Luxembourg n'adhère pas à la position des anarchistes parce qu'elle craint que l'absence d'une attitude sévère à leur égard provoquerait par contre-coup des critiques de son propre camp, le camp marxiste, contre elle-même. En fait, en 1902, elle accepte, au moins partiellement, l'idée de Bakounine. Mais elle considère que le principe de la grève générale relève plutôt d'un schéma trop réducteur pour faire tomber le pouvoir. Ce n'est qu'en 1907 qu'elle évolue sensiblement lorsqu'il s'agit de l'utiliser contre la guerre. Quant aux syndicalistes révolutionnaires français, ils s'y opposent car ils estiment que la grève générale sera inévitablement récupérée à des fins politiciennes. Pourquoi lire encore les écrits de Rosa Luxembourg un siècle après sa mort tragique? Ne faut-il pas d'abord les appréhender comme le témoignage d'une pensée révolutionnaire datée qui n'est intelligible que dans un contexte historique déterminé, sans leur accorder de valeur théorique utile à notre temps? Telles sont les questions posées également pour de nombreux penseurs politiques des 2 derniers siècles. Pourtant, en la lisant ou en la relisant, on ne peut qu'être frappé par les voies d'accès qu'elle offre pour agir sur notre présent. L'échec patent de la social-démocratie aujourd'hui, son glissement depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et même avant, partout en Europe, vers une position opportuniste, mais intenable, de garde-fou du capitalisme, puis sa déconfiture définitive face à l'idéologie bourgeoise qui la confine, dans le meilleur des cas, à la défense des acquis des luttes du passé, et l'effondrement, tel des châteaux de cartes, des régimes staliniens et apparentés, menant au triomphe du couple trompeur économie de marché, démocratie parlementaire, incite à se pencher avec attention sur les textes de Rosa Luxembourg. En 1913, dans l'accumulation du capital, elle démontre que le capitalisme est condamné à dépérir et que la guerre s'avère inévitable
devant le nombre fini de régions de la planète qui ne sont pas industrialisées. Cette guerre déclenchera la révolution et le capitalisme s'effondrera sous l'effet du soulèvement du prolétariat et de sa prise de pouvoir consécutive. Ne nous approchons-nous pas en ce moment, dans une économie mondialisée, d'une crise internationale quand on sait qu'un krach boursier est inévitable, avec des conséquences beaucoup plus graves qu'en 2008, et que les politiques nationalistes impérialistes, par définition rivales, des grands États, mènent à la catastrophe. Bien sûr, le prolétariat du début du XXe siècle n'a pas les caractéristiques de celui du XXIe siècle. Travailleurs précaires et sous-payés, chômeurs, migrants exploités, sans-abri, se multiplient comme jamais, et le libéralisme fait des ravages sans précédent. Destruction des écosystèmes, paupérisation accrue des plus fragiles et aliénation générale des populations par l'idéologie bourgeoise, désormais relayée par les géants des médias qui la diffusent à quelques hommes à forte dose suite à la concentration accélérée du capital. Se pose dès lors le second problème soulevé par Rosa Luxemburg, celui de la conscience, ou plutôt de l'absence de conscience, a priori, des masses exploitées. Comment la leur faire acquérir? Pour la révolutionnaire marxiste, l'unique moyen, c'est l'action directe. Et sur ce point, elle rejoint les anarchistes. Nul besoin de susciter des explosions sociales. Le système capitaliste les provoque constamment, sous des formes diverses, dans les entreprises. Ce sont celles-là, et non un parti, qui accéléreront la prise de conscience de classe des ouvriers. In fine, ces luttes peuvent conduire à la grève de masse. Car grève économique et grève politique sont étroitement liées. Ce sont les deux faces d'un même mouvement. La révolution, c'est justement la synthèse dynamique des luttes politiques et revendicatives dans le domaine social. D'ailleurs, Rosa Luxemburg anticipe la notion de révolution permanente en affirmant que le processus révolutionnaire est un mouvement continu où se rejoignent actions politiques et économiques. Le parti ne doit avoir qu'un rôle d'accompagnateur du combat, mais pas celui d'avant-garde omnisciente. Il doit adhérer au mouvement de masse et a pour mission de lui donner un contenu politique et de lui transmettre les mots d'ordre nécessaires correspondant au champ du possible. La théoricienne polonaise s'oppose donc aux clercs du parti, qui prétendent mieux savoir que les masses, reconstituant ainsi une nouvelle classe dominante. C'est le mouvement révolutionnaire lui-même qui engendre spontanément l'organisation des actions ouvrières, évitant de cette manière le remplacement de la dictature de classe par la dictature d'un parti qui ne diffère guère dans son principe d'une dictature bourgeoise et la récupération du mouvement au profit d'une élite autoproclamée. Et c'est la révolution elle-même qui crée l'idéologie nécessaire à sa réussite. Autrement dit, elle est, qu'on le veuille ou non, la meilleure école qui soit pour la classe ouvrière. Toutefois, cette conception n'exclut pas, pour autant, le parti de sa fonction d'instruction des masses. De fait, dans ce processus éducatif, les conseils doivent occuper la position d'intermédiaire, car ce sont eux, et non le parti, qui sont destinés à exercer le pouvoir. Parti et conseil ne peuvent être que les véhicules de l'éducation dont le principe même réside dans les masses, réside dans l'action. Il faut donc éviter de télescoper les étapes de l'évolution historique pour empêcher que ne se creuse un infranchissable fossé
entre le parti et les masses qui, fatalement, annihileraient la démocratie. Combattant le volontarisme jusqu'au boutiste, Rosa Luxemburg défend par conséquent l'idée que les conditions qui rendront possible la révolution mûrissent. Cette fois, sa philosophie de l'histoire et son attitude politique la rapprochent des mencheviks. Le raisonnement de Rosa Luxemburg exprime donc une tension qui, aujourd'hui, le rend sans doute malaisé à saisir par les léninistes et les anarchistes, car il la considère parfois comme une intellectuelle ambiguë sur les plans théoriques et tactiques, ou trop difficilement accessible pour coller à la perception de la réalité de beaucoup de militants qui veulent en découdre. Pour Rosa Luxemburg, le marxisme est avant tout une méthode d'analyse et un corps de pensée qui résulte d'une expérience historique. Si la lutte n'est pas orientée par le prolétariat vers la prise du pouvoir politique, elle perd tout caractère révolutionnaire. La grève de masse constitue, à ses yeux, l'emploi tactique d'une arme précisément révolutionnaire. C'est pourquoi Rosa Luxemburg n'est pas tendre avec les syndicats dont elle juge le rôle, le plus souvent, démobilisateur. C'est pourquoi Rosa Luxemburg, de nos jours, dans les démocraties parlementaires, on sait que ces derniers jouent surtout le rôle de courroie de transmission des directives du haut de l'appareil vers la base. A fortiori lorsqu'un parti social-démocrate est au pouvoir et qu'il s'agit de le ménager dans le cadre de l'action commune, par exemple en Belgique. Dans le même ordre d'idées, Rosa Luxemburg relève la menace de la bureaucratie syndicale gangrenée par le révisionnisme. Dès lors, les syndicats doivent rester soumis au parti, garant de la puissance révolutionnaire des masses, dont il doit respecter la spontanéité en lui donnant, comme cela a déjà été souligné, un contenu politique et des mots d'ordre adéquats. Car si Rosa Luxemburg n'est pas une chantre naïve du spontanéisme, elle limite en revanche le rôle du parti à un travail de pédagogie et souhaite abolir la distinction entre dirigeants et dirigés dans le processus révolutionnaire, entre ceux qui, entre guillemets, savent et ceux qui, entre guillemets, ignorent les lois de transformation de la société. Il ne pouvait être question, dans cette courte contribution, d'aborder l'ensemble de la pensée de Rosa Luxemburg, ni de jauger son apport à la théorie révolutionnaire marxiste. Elle a bénéficié d'une double expérience sur le terrain, qui a fait défaut à Marx et à Lénine, car elle lutta alternativement en Russie et en Allemagne, d'où l'originalité d'une pensée vivante en lien avec une réalité multiple. Cette expérience est, en partie, à l'origine de ces différends théoriques avec Lénine sur la spécificité de la révolution russe et le rôle que ce dernier joua dans la conclusion de la paix de Brest-Litovsk. Parallèlement, et à l'opposé du leader bolchevique, elle réfuta la nécessité d'une alliance opportuniste avec les classes possédantes qui affaiblissent la position du prolétariat. On comprend que la lecture des œuvres de Rosa Luxemburg, par les problématiques essentielles qu'elle soulève et auxquelles elle tente d'apporter des réponses, garde toute son actualité, en particulier dans la France de 2020. Ce texte a été écrit, je le répète, en janvier 2020. Nous sommes en janvier 2023, donc 3 ans plus tard, et vous savez bien sûr que
la semaine prochaine, le jeudi 19, est annoncée une grève générale appelée par tous les syndicats rassemblés contre la réforme des retraites du gouvernement d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne. Au moment où je vous parle, nul ne peut prédire comment les choses vont évoluer dans un contexte quand même très particulier, après la crise du Covid, en période de crise énergétique également, et donc de réduction drastique du pouvoir d'achat, et vient s'ajouter à tout cela, en plus de ça, le passage de la retraite, de l'âge légal de la retraite en France de 62 à 64 ans. Qui vivra verra. Samedi prochain, le 21 janvier 2023, aura lieu aussi une manifestation de la France insoumise, de Jean-Luc Mélenchon. Donc, j'allais dire wait and see, mais il ne suffit pas d'attendre et de voir, il faut agir si l'on veut que le monde change, et je vous renvoie à cette phrase célèbre de Karl Marx: jusqu'à présent, les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde, maintenant il s'agit de le transformer. Cette phrase se trouve toujours dans le hall d'entrée, dans l'université Humboldt à Berlin. Il me reste maintenant à évoquer cet ouvrage paru maintenant il y a 1 mois et demi, ouvrage d'Anne Vaness, avec 3 collaborateurs que j'ai déjà cités, Léo Jogichès, Rosa Luxembourg et la SDKPIL, donc la social-démocratie du royaume de Pologne et de Lituanie. Rien de tel que de lire la 4e de couverture rédigée par Anne Vaness pour présenter son livre. En 1892, le Parti socialiste polonais a été fondé. Il subordonna les objectifs socialistes à l'indépendance nationale et devint, avec le temps, ouvertement nationaliste. L'année suivante, Léo Jogichès et Rosa Luxembourg fondent la social-démocratie du royaume de Pologne et de Lituanie, sur des positions anti-nationalistes. Rosa parlait, écrivait, se confiait. Léo donnait aux publicistes du parti d'excellents conseils. Les autres cofondateurs étaient Julian Markewski et Adolf Warszawski. Ces 4 personnalités formèrent le noyau du SDKPIL. Différents les uns des autres, ils étaient loin d'être du même avis sur tous les points. Mais ce qu'ils avaient en commun, c'était un tempérament révolutionnaire et un même objectif. Aucun d'entre eux ne recherchait une reconnaissance immédiate sous forme de pouvoir ou de prestige au sein de l'international. Ce qui fondait leur collaboration pendant cette période de 1893 à 1914, c'était une confiance illimitée dans l'avènement du socialisme et un faisceau d'attitudes personnelles d'où émergerait un consensus flexible, ni fabriqué, ni prescrit. Anne Vaness, j'ai déjà eu l'occasion de le dire tout à l'heure, avait demandé à 3 collaborateurs de réfléchir au problème de la question nationale. En postface de cet ouvrage, nous avons donc écrit, Simon Debert, Gerd Kohl et moi-même, une plutôt grande contribution pour les 2 premiers et nettement plus courte pour la mienne. Ne vous en faites pas, ça va vous permettre d'être libéré de moi assez rapidement. Et comme je suis historien de formation et de métier, Anne Vaness m'avait demandé de travailler sur la préhistoire et le contexte
de la création de ce parti social-démocrate du Royaume de Pologne et de Lituanie, fondé par Leo Jožišės et Rosa Luxemburg. Je vais donc vous lire maintenant, il faut que je le retrouve, voilà mon chapitre que j'ai intitulé justement « La question nationale en Pologne au XIXe siècle ». Le précédent que je vous avais lu, hein, je vous le rappelle, s'intitulait « Rosa Luxemburg et la lutte des classes ». Voici donc cette petite contribution. Au XIXe siècle, la question nationale est un des moteurs de l'évolution historique. Dorénavant, cette question, promue en Europe par la bourgeoisie, sera l'élément majeur de la nouvelle idéologie en passe de devenir dominante. Elle sera fondée sur des critères ethniques, linguistiques ou historiques et remplacera progressivement celle du mode de production précédent basé sur la religion, les fidélités dynastiques ou les statuts sociaux. En Pologne, située géographiquement en Europe centrale, la relative concomitance de ce phénomène avec l'Europe occidentale développée ne doit pas faire illusion. Économiquement parlant, la révolution industrielle y est nettement plus tardive et il ne faudrait pas appliquer mécaniquement la théorie de la superstructure idéologique reflet de l'infrastructure matérielle. L'idéologie nationaliste plonge ses racines dans le XVIIIe siècle où la domination politique prend le pas sur la domination sociale. Les trois partages du pays à partir de 1773 et avant le dernier de 1939 ont eu un rôle essentiel dans l'aspiration à la création d'un nouvel État, au point d'englober toutes les classes de la société. Avant 1800, d'abord les nobles, puis les bourgeois affranchis, ensuite lentement, pendant le XIXe siècle, les paysans et, dans le dernier tiers du siècle, les derniers serfs récemment libérés. Toutefois, ce n'est qu'avec la République populaire, donc après la Deuxième Guerre mondiale, que les Polonais constituèrent une société vraiment nationale lorsque la population devint homogène. Pendant longtemps, au XIXe siècle, il n'y eut pas de base solide pour une action concertée. La conscience nationale était trop fragmentée par des intérêts économiques, sociaux et politiques différents. Quelle fut la principale conséquence de cette fragmentation? L'aliénation due d'abord à l'autorité des souverains de Russie, de Prusse et d'Autriche, associée à la force, ensuite à l'arrivée en masse, après les partages, de militaires et de fonctionnaires étrangers méprisants, puis l'écrasement de l'identité culturelle polonaise, en imposant le russe et l'allemand comme langue de l'administration. Enfin, l'instauration de régimes politiques niant les traditions non absolutistes antérieures. Pour autant, la conscience des Polonais n'était pas exempte de conflits profonds qui expliquent les contradictions et la lenteur de la progression d'un mouvement nationaliste englobant la totalité de la population. Tout d'abord, et c'est essentiel, dans l'ensemble, la classe des propriétaires fonciers put s'accrocher à la plus grande partie de ces domaines sous les nouveaux maîtres du pays et, avec ces domaines, à son droit de justice sur la plupart des serfs. Parallèlement, il y avait de plus en plus, dans les territoires occupés par les Russes, les Prussiens et les Autrichiens, de militaires et de fonctionnaires polonais. La classe dirigeante au service de l'État
collaborait, entre guillemets, si le terme n'était pas anachronique, avec les puissances occupantes. La société polonaise était donc déchirée en deux, moins pour des raisons nationalistes que loyalistes. Une situation globalement moins douloureuse, certes, qu'en Espagne, après la guerre civile de 1936-1939, mais il y avait des Polonais dans les rangs de l'armée russe qui écrasa l'insurrection de novembre 1831. Et dès l'année suivante, à Varsovie, la majorité des officiers du personnel de gendarmerie tsariste étaient de nationalité polonaise. La société souffrait donc intensément d'un conflit moral, d'où le refuge de la jeunesse dans le romantisme comme expression spirituelle de la résistance et l'idéologie des dominés. On peut donc dire que la conscience des Polonais se trouvait écartelée entre trois conflits de devoirs. Premièrement, ceux qu'ils devaient à l'Église, ceux qu'ils devaient à leur nationalité et, troisièmement, ceux qu'ils devaient à l'État occupant. De plus, la bureaucratie pouvait exercer sur le plan matériel des fortes pressions sur les individus en les privant de leurs moyens d'existence ou en les persécutant. Sur le plan spirituel, les autorités pouvaient également forcer l'Église à utiliser son crédit moral pour renforcer la sujétion des Polonais. Mais qu'est-ce qu'être polonais? Si, avec le temps, l'assise sociale de la nationalité s'élargit, l'assise ethnique se réduisit. Avec les partages, la Pologne avait été multireligieuse et multilinguistique. Le sentiment d'une appartenance commune disparut progressivement après cela, au point qu'au bout du compte, la nation polonaise se limita à son noyau catholique et polonophone. Et si la conscience d'être polonais concerna de plus en plus de gens dans le courant du XIXe siècle, ce n'était pas homogène. Elle n'était pas homogène, plus exactement, constituée qu'elle était par des facteurs économiques et sociaux divergents. Sans compter sur la progression de la germanisation et de la russification qui s'intensifiait. Enfin, si le but ultime était la liberté, les intellectuels romantiques n'avaient qu'une idée floue de la Pologne future. Ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle que Dmowski et Piłsudski, excusez-moi, c'est pas toujours facile à prononcer avec les L barrés en polonais que l'on prononce ou comme vous savez. Donc je dis bien Piłsudski, dévoilèrent leur conception opposée de ce nouvel État. Pour ce dernier, la nation était le produit de l'histoire, une communauté de valeurs où des problèmes et des cultures différentes avaient toute leur place, du moment, bien sûr, qu'elle soit fidèle à l'État. Tandis que Dmowski considérait la nation comme une race. Il se ralliait donc à la vision d'États ethniquement homogènes. Mais si Piłsudski, ça va décidément, c'est difficile. Piłsudski considérait l'indépendance nationale comme une condition nécessaire pour la libération des activités économiques, sociales et culturelles. Dmowski décidait quant à lui qu'il fallait inverser le processus. Le développement des ressources matérielles et spirituelles était un préalable. Avant 1917, l'autonomie et pas l'indépendance immédiate lui paraissait une priorité. Pour Karl Marx, la Pologne avait été, au XVIIIe siècle, la victime d'un crime et sa renaissance devait devenir un élément majeur dans la paix européenne. Il mourut 35 ans avant la proclamation de l'indépendance, mais il fallut encore un bon siècle pour que celle-ci
soit réelle et pérenne. J'ai dit. Pas tout à fait, puisqu'il faut quand même que j'ajoute que à la fin du chapitre que je viens de lire, je fais référence à la bibliographie qui m'a servi évidemment pour rédiger cette contribution. Je voudrais conclure en vous renvoyant, surtout ce dont il a été question ici, à la playlist hors série de ma chaîne YouTube, où je développe avec deux camarades les points de convergence et de divergence entre Karl Marx et d'autre part Mikhaïl Bakounine, car je crois que la mise en scène d'un dialogue imaginaire, fictif, mais à partir de sources, à partir de leur correspondance, à partir de leurs écrits, éclaire certainement ce qui peut rassembler, mais aussi éloigner les uns des autres les communistes de stricte obédience marxiste, des anarchistes. Moi-même j'appartiens, curieusement peut-être, mais je ne suis pas le seul, ne vous en faites pas, à une catégorie intermédiaire, je l'ai expliqué au début de mon exposé, et vous avez peut-être dû le remarquer si d'aventure vous avez écouté un certain nombre de mes leçons publiées sur cette chaîne YouTube, quelles sont mes positions en termes de philosophie de l'histoire. Cette fois-ci, j'ai dit, définitivement.